Ok. Donc au niveau du timing, on va essayer de faire à peu près 3/4 d'heure pour parler de Docker en production. Après, il y aura toutes les questions que vous voudrez jusqu'à ce qu'on nous jette dehors. Et puis après, on pourra discuter autour de vin rouge, charcuterie, je sais pas quoi. J'ai quelques goodies. J'ai pas assez de t-shirts pour tout le monde parce que la semaine dernière, on a fait VMworld à San Francisco et l'intégralité de notre stock, à savoir un peu plus d'un millier de t-shirts, est partie lors de VMworld. Donc on a fait des fonds de carton, etc. pour que je ramène tout ça. Et on a exceptionnellement des t-shirts coup de spam, c'est ceux qui sont en noir. Donc vous ne trompez pas parce que sinon ça risque de faire un petit peu moulant. Donc allons-y. Donc pour ceux qui ont la chance de ne pas me connaître, je suis Jérôme Tetadzuni, je suis avec Docker en Californie depuis un peu plus de 3 ans. Je suis un sysadmin un petit peu grincheux et j'ai tendance à remplacer les gens qui m'embêtent par des petits shell-scripts. Pendant ces 3 dernières années, avant que Docker devienne Docker, c'était .cloud. On faisait du plateforme as a service et on utilisait des containers. C'était sur Amazon EC2, il y avait XC, il y avait quelque chose qui allait devenir Docker, qui n'était pas encore en Go, qui était en Python à l'époque. Il y avait beaucoup de tooling en shell aussi, MQ0MQ, et en gros, moi j'étais responsable d'opérer tout ça. Il y avait quelqu'un qui dirigeait une équipe de dev, moi je dirigeais une équipe d'ops, et donc du coup, quand on est passé à Docker, je suis devenu un peu la personne qui a réinjecté toute l'expérience qu'on avait acquise avec les containers avec l'équipe qui s'est ensuite mise sur le développement de Docker lui-même. J'ai occasionnellement fait quelques toutes petites contributions à Docker pour les choses qui me tenaient vraiment à cœur, donc un petit peu de sécurité, un petit peu de réseau, et la seule chose dont je suis extrêmement fier, c'est le privilege mode de Docker qui permet de faire des choses rigolotes comme faire tourner Docker dans Docker. Et mon passe-temps favori dans le cadre de Docker, c'est de faire tourner un peu tout et n'importe quoi, de préférence n'importe quoi, dans Docker. Donc des appliances réseau, de faire tourner des VM dans Docker, parce qu'ensuite on peut faire tourner Docker dans une VM dans Docker, de faire tourner un serveur X dans Docker et donc d'avoir un desktop complet dans des containers, dans des choses comme ça. Donc le plan pour ce soir, c'est d'abord une très rapide intro à Docker, mais on va vraiment passer vite, parce que je vois qu'il y a déjà plein de gens ici qui ont des t-shirts Docker, donc ils savent probablement ce que c'est et comment ça marche. Ensuite, je vais parler des dernières nouveautés depuis la version 1.0. Bon, la version 1.0, c'était en juin, donc c'est déjà un petit peu moins nouveau, mais quand même. On va parler ensuite de ce qui marche bien dans Docker en prod. Donc installer Docker, le build, la distribution des images de containers. Alors je vous prie aussi de m'excuser par avance, il y aura quand même quelques mots en anglais dans le tas parce qu'il y a des choses que j'ai pas réussi à me résoudre à traduire en français. Bon, le build d'un container, je n'arrive pas encore à dire fabriquer un container parce que les gens se demandent vraiment de quoi on parle, alors qu'un build en général, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. On va parler de service discovery, là aussi la découverte de services, ça me hérissait un petit peu. On va parler d'interconnexion de containers, donc comment on fait quand on a plus qu'un container et qu'on veut faire des choses avec ces containers. L'orchestration, donc pareil, quand on a plus qu'un container ou quand on a plus qu'une machine sur laquelle on va faire tourner des containers. On va parler de la performance des applications qui tournent dans les containers, comment mesurer la performance, comment l'améliorer. On va parler de configuration management, donc des choses comme Puppet, Chef, etc. et comment ça se branche dans Docker. Et enfin, on va parler un petit peu des corvées des sysadmins, donc comment on gère les logs, les sauvegardes et l'accès distant aux containers. Alors, donc Docker 1.0 est sorti. Ensuite, on a presque tenu notre cadence de une release par mois. Donc, il y a eu la 1.0 en juin, la 1.1 en juillet, la 1.2 en août lors de la conférence Houston à Chicago le mois dernier. Il devrait y avoir la 1.3 ce mois-ci. Donc, quelques petites fonctionnalités dans les fonctionnalités récentes. On peut maintenant mettre en pause des containers, ce qui va s'appuyer juste sur LXC pause et LXC unpause, et qui permet donc de faire des snapshots cohérents de containers. C'est tout bête, mais ça permet de simplifier beaucoup les backups. Il y a aussi une très bonne intégration avec SE Linux maintenant, ce qui est une des pierres angulaires de la stratégie de sécurité de Docker. Il y a un très long talk sur la sécurité que j'ai fait une paire de fois déjà et qui est très intéressant si vous vous posez la question est-ce qu'on peut vraiment faire tourner des choses dans les containers sans risquer que quelqu'un hack en dehors du container et puis escalade ou bien dans un autre container ou bien pire sur l'autre Docker. Mais une des pierres angulaires de ça, c'est le support pour SE Linux. Donc, si votre machine a un kernel avec le support SE Linux, Docker va pouvoir l'utiliser pour appliquer des policies, des labels, etc. Une grosse amélioration du modèle réseau aussi, avec l'option Docker Run -net, qui permet d'utiliser la pile réseau de l'autre ou de réutiliser la pile réseau d'un autre container. Sans trop rentrer dans les détails, ça répond beaucoup à la question des gens qui disent j'ai un petit problème de performance avec mes containers parce qu'à cause du bridge Linux, à cause du T-table, à cause de tout ce qu'on a rajouté, du coup je n'arrive plus à remplir mes 4 liens d'IG, comment je fais?
Donc la réponse, c'est Docker run -net host, et à ce moment-là, c'est bon, on a les performances natives à 0% près. Ou 100%, ça dépend dans quelle sens on regarde. Et surtout, en fait, la grosse annonce en juin avec la conférence Docker à San Francisco et la sortie de la 1.0, c'est que Docker devient prod ready. Donc, c'est pas vraiment une feature, c'est juste qu'à un moment donné, on a décidé de couper les autres features qui n'allaient pas être prêtes ou stables, de stabiliser ce qui restait et de dire voilà, ça c'est Docker 1.0. Et donc nous, Docker Inc., on s'engage à le supporter. Et donc s'il y a des gens qui sont quand même un petit peu téméraires, puisque la techno reste jeune, mais qui veulent partir dessus et nous acheter du support, nous on s'engage à faire en sorte que ça marche dans leur contexte. Donc en plus des traditionnels t-shirts et autocollants, vous pouvez maintenant nous acheter du support, de la formation et toutes des choses un petit peu enterprise. Alors commençons à parler justement de Docker en prod, comment ça se passe, comment on installe Docker. Alors la version officielle pour installer Docker quand on est en dev, c'est boot to Docker. La plus petite VM utile, on va dire, au monde, c'est que 25 mégas. Elle marche partout. Ça peut marcher sur VirtualBox, sur QEMU, sur KVM, sur VMware, sur Parallels, sur tout ce que vous voulez. Ça peut même marcher sur des serveurs dédiés. C'est-à-dire que vous pouvez prendre boot to Docker, le mettre sur une clé USB, le mettre sur un CD, le mettre sur une SD card, ce que vous voulez, et booter un serveur avec ça. Qui permet de faire ressembler beaucoup ces machines à des machines sous SmartOS, par exemple, qui sont le même modèle, où on a un OS qui est tout petit, qui est sur un petit périphérique traditionnellement amovible, et ensuite on peut utiliser tous les disques de la machine comme disque de stockage. Boot to Docker, en plus, c'est sympathique pour les développeurs qui sont sur Mac, parce qu'il y a un petit système de wrapping assez malin, qui fait que lorsque vous êtes sur un Mac et que vous utilisez Boot to Docker, vous allez pouvoir faire Docker Run, Docker Pull, toutes les commandes Docker, et ça va parler au démon Docker qui est dans la VM, et ça va être transparent. Donc, vous allez pouvoir utiliser Docker et avoir l'impression que vous avez une machine native Docker, même si en fait c'est dans une VM. Il y a quelques améliorations encore à faire pour que ce soit exactement pareil que sous Linux, enfin, notamment le support des volumes. Parce que si vous utilisez Docker Run-V, qui permet de partager un répertoire de l'autre Docker avec le container, bah là vous allez partager un répertoire de la VM boot to Docker avec les containers, et non pas votre machine sous OS X. Ensuite, quand on parle de Docker sur des serveurs, ce qui est quand même plus intéressant pour la prod, les gens me demandent souvent quelle distro je dois prendre. La réponse, c'est vous prenez la distro que vous utilisez déjà, parce qu'on n'a pas envie que vous changiez vos habitudes en termes d'ops et d'admin. Donc si vous êtes une shop Red Hat, vous partez sur Red Hat 7. Si vous êtes plutôt Fedora, vous partez sur Fedora 20. Si vous êtes Debian Ubuntu, Ubuntu 14.04, Debian V6, ça marche très bien. La seule chose un petit peu importante, c'est d'avoir quelque chose de récent, parce que l'explosion en fait du monde des containers a fait qu'il y avait pas mal de petits bugs et de petites choses comme ça qui ont été mis en évidence au moment où les gens ont commencé à faire des choses un peu folles, comme lancer plusieurs millions de containers par jour sur une machine, lancer plusieurs centaines de containers en même temps. Là, je ne parle pas d'avoir 100 containers qui tournent en même temps, mais d'avoir 100 lancements de containers qui sont en train de se passer en même temps. Et donc là, on s'est mis à se rendre compte qu'il y avait quand même quelques petites restrictions, quelques petits effets de bord. Donc il y a eu pas mal de patchs correctifs côté noyau qui ont été faits. Et donc c'est assez important d'avoir une distro récente. Bon, déjà parce qu'elle va venir avec un noyau récent. Ou alors, si vous êtes encore sur la version d'avant, par exemple une Ubuntu 12.04 ou une CentOS 6.4, 6.5, vous êtes sûr qu'au moins le kernel va être à jour. Sinon, ça risque de frotter un peu. Il y a aussi l'apparition de nouvelles distros spécifiques Docker, comme CoreOS et le Project Atomic. Donc c'est des nouvelles distros qui sont très prometteuses et qui en gros vont se baser sur le fait que maintenant, quand on installe des choses sur une machine, on fait une séparation complète entre l'OS, qui en gros sert juste à faire tourner des containers, et les containers. Et ça veut dire que quand on fait une mise à jour de l'OS, on peut enlever l'OS sans toucher aux containers, mettre une nouvelle version, on relance les containers et tout marche, en théorie. En pratique, c'est quand même des concepts qui sont assez nouveaux, surtout l'implémentation de ces concepts qui est quand même un petit peu fraîche. Donc, je ne conseillerais pas ça pour de la prod tout de suite, mais c'est des choses à suivre et il y a dedans quand même des concepts très intéressants dont il faut pouvoir s'inspirer, même dans une archi traditionnelle. Le build, ça c'est un truc qui marche très bien aussi. On utilise des Dockerfiles, donc les Dockerfiles, ça ressemble à ça. Donc, je vais partir de l'hypothèse qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent déjà comment ça marche, mais pour les quelques-uns qui découvrent, le principe d'un Dockerfile, c'est de partir d'une image de base qui peut être fournie par Docker ou la communauté Docker ou bien par vous-même. Là, on part de l'image Ubuntu 14.04, qui est un effort commun entre Docker et Canonical. Et ensuite, on va définir une série de commandes à exécuter par-dessus cette image. Et à chaque commande, en fait, Docker va faire un snapshot du résultat.
Donc là, on va faire un apt-get update, on va prendre un snapshot. Ensuite, on va installer Nginx, on va faire un snapshot. Ensuite, on va créer ce fichier, hein, l'index pour HTML pour notre serveur web, on va faire un snapshot. Ensuite, les autres, là, le maintainer, cmd, expose, tout ça, c'est juste des métadonnées en plus pour dire à Docker que bah, ça, c'est un container qui va exposer quelque chose sur le port 80 et que par défaut, quand on veut lancer ce container, on veut lancer Nginx avec cette petite option là qui veut dire qu'on veut que Nginx fasse son avant-plan. Et donc l'intérêt de ces Dockerfiles, c'est que ça donne aux développeurs un moyen assez facile d'exprimer ce qu'ils veulent dans leur container, les dépendances, les bibliothèques à installer, toutes ces choses-là. Parce que honnêtement, si on sait faire un script d'installation, on sait faire un Dockerfile, il y a juste à claquer un run devant chaque ligne. Ce qui est quand même assez différent de ce qu'on peut faire avec Chef, Puppet, Ansible, Salt, qui sont des outils qui vont aussi s'occuper de la configuration du serveur et surtout de la convergence. Quand on va lancer Puppet, Chef, Salt, Ansible, ça prend une machine dans un état qui est complètement inconnu et ça essaye de la faire arriver dans ce qu'on veut. Mais ça, c'est très compliqué en fait. Avec Docker, là, ce qu'on fait, c'est qu'on part de quelque chose qui est dans un état connu, un Ubuntu de base, et on exécute des commandes. Et à chaque fois, on sait où on va. Donc ça veut dire, c'est pour ça en fait que les Dockerfiles peuvent être aussi simples, comparé à des manifestes Puppet, des cookbooks Chef, etc. C'est parce qu'on part d'un problème qui est beaucoup plus simple à résoudre. Et en même temps, on va pas avoir l'inconvénient de ces fameux scripts d'installation qui, à chaque fois qu'on veut les tester, prennent 3 heures parce qu'on est obligé de les lancer sur une VM toute neuve, grâce à ce système de snapshot. Si je modifie par exemple juste cette ligne-là, Docker va être assez malin pour se rendre compte que, bah, en fait, il est très bien capable de repartir du snapshot qu'il a fait le truc d'install et ensuite réexécuter ce qui va suivre. Ce qui veut dire que la plupart du temps, pendant mon cycle de dev, je vais modifier des petits détails du code source, et ça, c'est des choses qui vont être vers la fin du Dockerfile, et donc mon build va aller très vite. Donc voilà, grâce au système de cache, on arrive à faire du rebuild complet, et donc de ne pas avoir la surprise de « Ah, zut, j'ai fait une petite modif à la main sur ma VM, et donc du coup, mon script n'a pas bien marché. » Et en même temps, rapide. Les inconvénients du Dockerfile, parce que quand même il y en a, c'est quand on veut séparer l'environnement de build et l'environnement de run. Ça arrive par exemple si vous faites du Java, désolé, et que vous installez le JDK Java et puis pas mal de dépendances qui vont avec, et vous vous retrouvez avec une image de quelques gigas, tout ça pour produire un jar de peut-être quelques mégas, et ensuite que vous allez faire tourner avec juste le JRE ou Tomcat, donc quelque chose de final beaucoup plus léger. Aujourd'hui, si vous faites ça avec Docker, malheureusement, lorsque vous allez déplacer votre image de container, elle va quand même prendre les quelques gigas du JDK. Même si vous avez pris soin à la fin de mettre un run apt-get remove, rm-rf, etc. Donc, on travaille là-dessus justement pour être capable de stripper, de supprimer des layers intermédiaires et d'avoir des images un peu plus petites. Il y a un autre aussi problème, c'est la gestion des droits d'accès, des credentials. Lorsque vous avez par exemple des clés SSH privées permettant d'accéder à une repository privée, ou n'importe quelle sorte d'identifiant en fait, ça peut être un peu problématique parce qu'aujourd'hui, tout le workflow en fait qu'on a autour du Docker Hub dont je vais parler dans quelques minutes, ça se prête bien à des repos privés, publics pardon, mais quand on passe sur des repos privés, c'est un peu plus compliqué. Ne serait-ce que par exemple, si vous voulez faire un build avec un binaire qui va être public, mais vous voulez que la repository reste privée, ça pue, c'est pas libre, mais bon, c'est pas grave, il y a des gens qui font quand même ça pour gagner leur vie, donc essayons de faire ce qu'ils utilisent le code quand même. À ce moment-là, vous allez avoir le même problème que même si vous effacez vos clés, si après vous allez explorer les layers qui ont été récupérés par Docker, vous allez retrouver ces clés. Parce qu'à partir du moment où les clés ont été à une étape du Dockerfile dans un layer, il est possible de les retrouver après. Alors comment contourner ces problèmes? Pour séparer le build et le run, on utilise deux Dockerfiles. Donc on va faire un Dockerfile qui va pondre par exemple un jar, et ensuite un deuxième Dockerfile qui va prendre ce jar et l'intégrer dans un environnement petit et léger. Et puis pour le problème des identifiants, etc., et ben en fait, pour l'instant, la solution la plus simple, c'est de garder privé et Dockerfile et les images. Ensuite, comment est-ce qu'on distribue ces images? Alors la solution la plus simple, c'est le Docker Hub. Donc ça permet de fabriquer un container, de le pusher vers le Docker Hub, ensuite d'aller sur n'importe quelle autre machine qui a Docker, de faire un pull de l'image, lancer l'image, et ça marche. Donc ça, c'est génial, ça marche, c'est bien. Il y a des images publiques et des images privées, on peut gérer les droits d'accès, des équipes, etc., un peu à la GitHub. Ces fonctionnalités avancées, c'est-à-dire si on va au-delà de juste stocker une image de container, donc tout ce qui va être droit d'accès, organisation, etc., pour l'instant, ça n'est pas disponible en version sur site hébergée chez vous.
C'est la demande la plus fréquente des grands comptes qui veulent passer à Docker. En fait, ils disent là, Docker Hub, c'est génial, mais nous, on ne veut pas que nos données, que nos containers, que nos images sortent de chez nous pour aller chez vous. Donc, comment on fait? Donc là, la réponse, c'est vous patientez un peu. Et donc, en attendant, il y a quand même une solution, c'est qu'on peut quand même héberger sa propre registrie. Donc, la registrie, c'est un des multiples composants du Docker Hub, qui est juste celui responsable de stocker les images de containers. La registrie, elle est open source. Il y a une image de container qui est disponible. Donc, si vous faites docker run registry, ça y est, il y a une registrie qui tourne. Par défaut, elle stocke sur le disque en local. Donc, il n'y a pas de configuration à faire, ça marche. Et si vous voulez la faire passer à l'échelle, et que vous êtes dans un cloud X ou Y, que ce soit du cloud public chez Amazon, vous allez pouvoir utiliser S3. Si c'est le cloud de Google, il y a l'Object Store de Google. Et si vous êtes dans un cloud privé, OpenStack, vous allez pouvoir utiliser Swift. Et si vous aimez bien les technologies de RusFoo, vous pouvez utiliser Elliptix, qui est le stockage distribué utilisé par Yandex ou Google Rus, et qui est disponible aussi comme back-end. Parce que Yandex est un des utilisateurs précoces de Docker. Ça fait bientôt 1 an qu'ils utilisent Docker en production, et donc ils ont fait un back-end pour la registrer utilisant Elliptix. Une autre manière de distribuer les images, c'est de bricoler un petit peu avec Dockerload et Dockersave. Dockerload et Dockersave, ça permet de charger ou de sauver une image de container, mais pas juste le tarball du container comme on pouvait faire avec Docker Import Export. Là, ça va être l'image avec tous ses layers, toutes les métadonnées, etc. Donc ça, Dockersave, ça va vous cracher un gros tarball que vous pouvez mettre n'importe où. Ça peut être un FTP, ça peut être un web server, ça peut être un gros NFS partagé, ça peut être du stockage set, etc. Et ensuite, vous allez faire un Dockerload à partir de ça depuis une autre machine Docker. Et quand vous avez des réseaux rapides et des disques qui suivent, etc., ça souvent, ça peut être plus rapide qu'avoir une registrie. Surtout si vous avez des images assez grosses et que vous changez entièrement à chaque fois. C'est là que cette méthode-là va avoir le meilleur rendement. On est en train aussi de travailler sur des plugins de transport pour pouvoir utiliser autre chose que du simple HTTP et pour récupérer les layers. Parce que mine de rien, il y a pas mal d'outils qui s'en sortent très bien pour gérer du différentiel. Git fait ça bien, AirSync fait ça bien, c'est pas les seuls. Et même au niveau du transport, BitTorrent est très efficace quand on a un groupe de machines qui doivent s'échanger des bouts de données. Donc on est en train d'essayer de voir comment on pourrait utiliser ça au lieu de faire juste du HTTP. Alors maintenant, parlons un petit peu de Service Discovery. J'ai pas eu d'idée pour traduire Service Discovery en français, donc je vais continuer à dire Service Discovery. Et bon, en général, dès que mon avion se pose à Charles de Gaulle, je perds un peu mon accent anglais, donc le dire Service Discovery, je dis Service Discovery. Donc en Service Discovery, on a l'embarras du choix. On peut traditionnellement utiliser des variables d'environnement. Parce que en fait, quand on fait un Docker Run, on peut faire Docker Run -e quelque chose égale blabla, autre chose égale blablabla, et donc on va se retrouver avec ces variables d'environnement dans nos containers. Une autre méthode, c'est de faire un bind mount d'un fichier de configuration. On va créer un fichier de configuration dans le format qu'on veut, on va mettre dedans toutes les valeurs dont on a besoin pour notre application, et ensuite on va bind mount ce fichier de configuration dans le container. Pareil, j'ai pas essayé de traduire bind mount, j'ai même pas tenté. Un bind mount, ça veut dire que ce fichier, il va se donc qui est dans mon host Docker, dans etc, Docker, blabla, il va se retrouver dans mon container dans ce chemin-là. Et c'est pas juste une copie, c'est vraiment en fait le même fichier, un petit peu comme un lien symbolique qui traverserait un point de montage. Ça veut dire que si je modifie mon fichier sur ma machine, en temps réel, il va être modifié dans le container. Une autre méthode, c'est d'utiliser une base des valeurs redondantes type Zookeeper, etcd ou un système à consensus comme Consul, et donc d'utiliser ça pour stocker toutes les informations dont on a besoin. Enfin, on peut aussi tout mettre dans le DNS et utiliser le DNS pour tout, avec des champs A, des champs SRV, des champs TXT, si on veut être un petit peu exotique. Alors voyons un petit peu, on a donc une petite revue de ces différentes méthodes avec leurs avantages, leurs inconvénients. Avant, je vais rapidement faire un petit retour sur une fonctionnalité très importante de Docker, les links. Les links, c'est ce qu'on a introduit assez vite pour permettre à plusieurs containers de se détecter et de se parler ensemble. Le principe, c'est que on lance la base de données en premier, traditionnellement, et puis ensuite, on lance un frontal web, et on va lier le frontal web pour la base de données, pour dire, chaque frontal web, tu as donc un truc qui s'appelle SQL, et en fait, tu vas utiliser comme truc SQL FrontDB. Ça va injecter des variables d'environnement dans le container web,
et ça va en plus créer des règles réseau permettant à un container de parler à l'autre. Mais la limite de ça, c'est que malheureusement, les containers doivent être sur la même machine. Et donc une grosse question qui nous a été posée longtemps, c'est comment je fais quand j'ai plusieurs machines. On va y répondre dans quelques slides. Alors voyons un petit peu, les variables d'environnement, c'est très facile à intégrer dans le code, parce que quel que soit le langage, il y aura toujours de quoi faire un getange ou quelque chose comme ça pour récupérer les variables d'environnement, et en général, ce sera extrêmement simple. C'est assez facile à mettre en place. En gros, il suffit de faire un script qui va lancer nos containers, récupérer les adresses et les ports où les choses ont été placées par Docker, et ensuite il va lancer les autres containers avec le -e avec les options qui vont bien. C'est encore plus facile si on utilise les links, puisque les links, Docker va s'occuper tout seul de créer les variables d'environnement dont on a besoin. Donc une très bonne idée, si jamais vous utilisez les variables d'environnement, c'est de respecter ce format-là, même si c'est peut-être pas le plus beau format du monde, parce que ça va vous permettre d'être homogène entre lancer des containers avec des links ou les lancer vous à la main en spécifiant vous-même les variables d'environnement, ce qui va être assez pratique. Le problème des links, c'est que c'est statique. C'est-à-dire que si notre base de données se déplace ailleurs et qu'il faut mettre à jour la machine, le host et le port où tourne la base de données, on ne peut pas modifier les variables d'environnement en live comme ça pendant que le truc tourne. C'est pas possible. Donc, un inconvénient. Pour cette raison, nous allons mettre la note de D aux variables d'environnement parce que c'est pas parfait. Ensuite, le binding du fichier de configuration. Qu'est-ce que ça donne? C'est tout aussi facile à intégrer dans le code, parce qu'encore une fois, dans tous les langages de la Terre, il y aura de quoi parser au moins du Json ou du YAML. Donc ça devrait être quand même assez facile. Vous allez pouvoir générer votre fichier de configuration, et ensuite vous allez donc lancer le container avec un binding de fichier de configuration. Vous pouvez même faire des choses des fois un petit peu sales, du genre créer un fichier vide, lancer un peu tout en même temps en pagaille, et rajouter les informations dans le fichier de configuration au fur et à mesure que vous les avez, et ensuite utiliser une petite ruse pour dire à tous vos containers, c'est bon, tout le monde est là, on peut y aller. Donc vous n'êtes même plus obligé d'avoir une sorte de graphe de dépendance qui vous oblige à lancer certains containers avant les autres. C'est un petit peu dynamique, puisque vous allez pouvoir modifier ce fichier en live de l'extérieur, et vos modifications vont se refléter à l'intérieur du container, mais c'est quand même pas si dynamique que ça, parce que si vous voulez que ça le soit vraiment, il faut que votre container applicatif, donc le serveur web, dans notre exemple, il faut qu'il sans arrêt observe le fichier de config, et si le fichier de config change, il réagisse à ce changement. Donc c'est quand même pas si dynamique que ça. Pour cette raison, on met aussi D pour pas faire de jaloux. Ensuite, la service discovery, donc en stockant la configuration dans quelque chose comme Zookeeper, etcd, consul, etc. Là, c'est déjà un petit peu plus difficile à intégrer dans le code. Alors attention, on ne parle pas de grandes difficultés, c'est pas difficile de lancer un container, regarder sur quel host et port il est, et de mettre ces informations-là dans un Zookeeper. Ça peut se faire, je pense, à coup de shell, curl, etc. Aucun souci. Mais c'est quand même un petit peu plus compliqué, et surtout, vous devez commencer à être un petit peu malin, parce que si jamais, au moment où vous lancez vos containers, votre cluster Zookeeper, etcd, ou etc., bat un petit peu de l'aile, vous allez devoir gérer ça. Vous allez devoir dire, ah, là, je peux pas stocker tout de suite mon information, c'est censé être haute dispo et à l'épreuve des balles, mais il y a toujours un moment où ça n'a pas marché, donc vous allez devoir gérer ça. Et si vous ne le gérez pas, vous risquez d'avoir des catastrophes assez sympas. Déjà vu des cas où on essaye de lancer le container, et puis si ça marche pas, on réessaye. Bon bah là en fait ce qui marchait pas c'était juste de mettre les infos dans Zookeeper, donc au bout d'une dizaine de secondes on se retrouve avec quelques centaines voire milliers de containers qui tournent, parce que le script essaye de bourriner et de relancer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc encore une fois, c'est pas de la rocket science, mais il faut faire un petit peu attention. Et puis en plus, il faut quand même fader le déploiement d'un cluster Zookeeper, etcd, etc. Ce qui n'est pas non plus difficile, mais il y a quand même des gens qui ont été traumatisés par le passé, donc c'est quand même un truc en plus. En théorie, c'est dynamique, et c'est dynamique de manière élégante, parce que quasiment tous ces fameux systèmes-là ont un mécanisme permettant d'observer une clé ou une branche particulière. Donc ça veut dire que notre serveur web de tout à l'heure, il va pouvoir observer la branche de Zookeeper dans laquelle il y a la configuration de la base de données, et donc ça a une observation passive, c'est pas un poll du genre je regarde toutes les secondes, et dès qu'il y a quelque chose qui change, clac, il va être notifié et il va pouvoir faire quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas si dynamique que ça dans la mesure où ça va vous forcer à faire une implémentation spécifique pour Zookeeper, etc. Pour détecter ça, réagir, relancer les applis. Et alors là, en fait, je vais être assez dur, je vais mettre D, parce que non seulement c'est pas facile, mais en plus ça ne va pas franchement apporter grand chose. Service Discovery à coup de DNS. Ça, c'est encore plus facile à intégrer dans le code, parce que la plupart du temps, il y a besoin de rien faire. Vous mettez dans votre code qu'il faut se connecter à DB, et ensuite vous vous arrangez pour que dans le DNS, DB, ce soit la base de données.
Donc là, c'est encore plus simple. C'est quand même, au niveau de la mise en place, il y a un petit truc, c'est qu'il faut avoir un système de DNS qui soit facile à mettre à jour. Donc un DNS mask, ça peut suffire. Il y en a d'autres, comme SkyDNS, qui sont intéressants aussi. Si vous utilisez les liens, c'est très facile, parce qu'avec les links, quand vous créez des links entre des containers, Docker s'occupe de créer des entrées DNS pour vous, donc c'est automatique. Donc ça veut dire que là, on a déjà quelque chose d'un peu intéressant, parce que pour le cas facile, vous n'avez rien à faire, ça marche tout seul, et c'est uniquement pour les cas plus complexes où vous devez commencer à repousser vos manches. Il n'y a pas de notification dans le DNS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système qui vous permet de dire que quand il y a une entrée DNS qui change, vous allez dire aux gens qui ont fait une requête pour www.masterclub.io que l'entrée elle a changé, donc ça il faudrait qu'ils résolvent. Par contre, il y a des TTL. Ça veut dire que si vous avez un peu de bol, si jamais à un moment donné votre serveur web qui était connecté à la base de données, il se retrouve déconnecté, avec un petit peu de bol, il va refaire une résolution DNS et il va trouver la nouvelle adresse de la base de données. Donc c'est quand même pas mal. Je mets B aussi parce que, voilà, pour mettre en place pas mal de choses pour que ça marche. Donc, oula, pas si vite. Voilà. Donc la conclusion quand même, c'est qu'il n'y avait rien de génial dans tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va avoir le retour de links, des liens donc un petit peu mieux que les liens. C'est ce qu'on appelle ambassadeur pattern, donc les ambassadeurs. On peut aussi dire proxy ou relais si on n'est pas trop à l'aise avec le fait de mettre des mots un petit peu exotiques comme ça. Mais la notion d'ambassadeur, là, ça commence à bien prendre. Donc voilà en quoi ça consiste. Le principe, étant donné qu'il y a un petit schéma, c'est mieux qu'un long discours, voilà à quoi ça ressemble. J'ai le serveur sur lequel j'ai ma base de données, j'ai le serveur sur lequel j'ai mon frontal web, et donc à chaque fois j'ai le container correspondant, et à chaque fois j'ai un ambassadeur, qui est un autre container qui tourne à côté. Donc je lance mes ambassadeurs. Ensuite, lorsque je vais lancer mon frontal web, je vais lui dire de se linker avec l'ambassadeur. C'est-à-dire que je vais lui prétendre que la base de données à laquelle je veux le connecter, c'est l'ambassadeur. Donc cet ambassadeur ici va prétendre être la base de données. Ensuite, de ce côté-là, pareil, on va lancer la base de données. Ensuite, on lance l'ambassadeur en lui disant qu'il va se connecter en fait à la base de données. Donc il va prétendre être les clients pour la base de données. Et ensuite, entre les deux ambassadeurs, on va avoir un truc un petit peu magique pour faire en sorte qu'ils puissent se découvrir l'un l'autre, se parler entre eux et relayer les connexions. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre entre les deux ambassadeurs? Donc la première réponse, c'est qu'on va mettre des chats super cool qui chevauchent des unicornes crachant des flammes. Et donc plus sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en fonction de votre infrastructure, on va mettre des choses très différentes. Si vous êtes dans du cloud public, vous n'allez pas pouvoir utiliser des choses fancy comme du multicast avec Avail ou Bonjour, vous n'allez pas pouvoir utiliser des VLAN, tout ça c'est pas possible. Donc vous allez devoir utiliser du niveau 3. Si vous avez du bol, vous pourrez peut-être faire du GRE, mais c'est même pas sûr. Donc à ce moment-là, vous allez faire de la service discovery un petit peu classique. Vous allez avoir quelque chose comme Zookeeper dans lequel vous allez garder les endpoints de vos containers. Et ensuite, à côté, vous allez avoir vos ambassadeurs qui, quand ils vont se lancer, vont aller parler aux Zookeepers, qui vont dire voilà, moi je suis l'ambassadeur, moi je suis l'ambassadeur de ce côté-là, donc j'aimerais bien causer à l'ambassadeur de la base de données. Bon, manque de bol, il n'est pas encore là, donc à ce moment-là, lui il va attendre. Quand l'ambassadeur de la base de données se lance, lui il va aller se connecter aux Zookeepers et il va dire bonjour, moi j'ai les infos de connexion à la base de données, c'est tel host, tel port, c'est à moi qu'il faut parler. Et à ce moment-là, celui-là va se rendre compte de ça et va mettre les deux en relation. Si jamais à un moment donné ça pète et qu'on fait un failover sur un réplica de la base de données, pas de problème. Il y aura l'ambassadeur aussi qui va faire maintenant nous on est le master dans la réplication, donc on va aller parler aux Zookeepers pour mettre à jour les infos. L'ambassadeur qui est là-bas, il va surveiller cette clé dans Zookeeper, il va voir qu'il y a eu un changement, et donc il va changer sa connexion là, pour parler à l'autre ambassadeur. Du coup, alors le frontal web il va quand même se prendre un petit truc dans la tête, parce que d'un seul coup sa connexion à la base de données elle va péter, mais dans la majorité des cas, sauf si vous avez fait exprès de vous tirer dans le pied, il va essayer de se reconnecter, il va être reconnecté de manière transparente au slave. Donc l'impact, c'est qu'il y a quelques connexions HTTP en vol qui vont peut-être péter parce qu'il y a une requête SQL en cours, mais globalement ça va être mineur. Donc il y a déjà quelques ambassadeurs qui ont été faits par différentes personnes. Docseul, qui est quelque chose qui est basé sur Consul, et le grand ambassadeur qui lui se contente de taper dans Go. Donc tout à l'heure j'ai donné l'exemple du cloud public où là voilà, on aurait un Zookeeper et puis on aurait probablement quelque chose générant des configurations interproxy ou SQL si on veut encrypter dans du SSL parce qu'on n'a pas confiance dans le réseau de l'opérateur du cloud. Mais si jamais par exemple on est sur son propre réseau et que donc on peut faire tout ce qu'on veut, on peut utiliser quelque chose de plus simple.
sans avoir de zookeeper ou de système comme ça central, basé par exemple sur Avaï, qui permet de faire de la discovery multicast de manière relativement simple. Donc, au final, les ambassadeurs, c'est assez facile à intégrer dans le code parce que ça va rester des variables d'environnement dans la mesure où, pour le container web et le container de base de données, il n'y a aucune différence. Pour eux, parler à un ambassadeur ou parler à l'autre container, ça ne change rien. C'est très facile à mettre en place en dev, parce que quand on va utiliser des links, c'est exactement ce qu'on va avoir. Donc, tant qu'on déploie sur une seule machine, il n'y a rien à faire. C'est un peu plus dur en prod, parce que là, il faut avoir ce que j'ai décrit tout à l'heure, le zookeeper ou le multicast ou ce qui nous fait plaisir. Mais ce qui est bien avec ce système, c'est qu'encore une fois, on peut garder quelque chose d'extrêmement simple qui marche tout de suite out of the box pour le dev et les petits déploiements, et n'obliger vraiment de mettre l'artillerie lourde quand on passe en prod. Et donc ça, c'est plutôt bien parce que de toute façon, quand on passe en prod et qu'on veut passer à l'échelle, ça va pas être magique, il va falloir bosser, il va falloir transpirer un petit peu. Et puis c'est dynamique, et donc non seulement c'est dynamique, mais ça peut aussi faire du load balancing ou des choses un petit peu comme ça peut faire du load balancing assez intelligent. On peut implémenter un ambassadeur justement qui va accepter ou refuser des connexions en fonction de la charge, on peut faire tout ce qu'on veut, donc on peut faire du traffic engineering au niveau des liens entre les containers. Et donc du coup, je mets A aux ambassadeurs avec quand même la petite note de bas de page qui fait que c'est encore en développement. On n'a pas encore, par exemple, une implémentation officielle des ambassadeurs où on pourrait dire, voilà, c'est celui-là, on peut le prendre, il marche. Donc chacun doit mettre un petit peu de sa sauce. Parlons un peu d'orchestration maintenant. Alors l'orchestration, c'est quand on veut lancer plus de un container, donc, et sur plus d'une machine. Donc je suppose que ça va être le cas de la majorité des gens qui vont faire des choses sérieuses avec Docker, tôt ou tard. Et là, on a encore l'embarras du choix, à la fois heureusement et malheureusement. Malheureusement parce que prendre des décisions c'est difficile. Heureusement parce que comme il n'y a pas une solution miracle qui couvre tout, ça permet d'avoir beaucoup de choses différentes. Donc, petite revue rapide. Il y a des systèmes qui nous permettent de décrire la stack qu'on veut avoir dans un fichier type YAML ou JSON, des choses comme ça. Et ensuite, on donne le fichier au programme d'orchestration et lui, il part de ça, il fait sa sauce, il démarre les containers. Il y a des systèmes où on passe par une API. Alors des fois, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on construit une sorte de requête en JSON et puis on balance ça avec l'API et ça lance les containers. Des fois, ça va être un peu plus fin. On va pouvoir, en passant par l'API, lancer ou bien des containers ou bien des services. Alors un service, ça peut être à la fois plusieurs containers, disons, en hauteur, c'est-à-dire plusieurs containers faits pour bosser ensemble, mais chacun faisant quelque chose de différent, ou plusieurs containers en largeur, c'est-à-dire plusieurs containers identiques et qui sont là dans un but de passage à l'échelle ou de haute dispo. Ensuite, des fois, quand on fait des containers, c'est parce qu'on veut implémenter un pass, sous forme de service, ou quelque chose de proche d'un pass. Et puis enfin, des fois, on utilise OpenStack, et comme on fait absolument tout faire avec OpenStack, il y a aussi plein de manières d'intégrer Docker avec OpenStack. Donc voyons un petit peu, pour vous aider à prendre une décision, si vous ne savez pas trop quoi prendre comme outil d'orchestration, j'ai fait le test un peu en mode quiz de l'été, comment déterminer le style d'orchestration parfait qui est adapté à vos besoins. Une première question, est-ce que vous voulez, ou est-ce que vous êtes obligé d'utiliser OpenStack? Si oui, déjà on restreint énormément le champ d'investigation, même s'il y a quand même pas moins de 3 projets dans OpenStack qui permettent de s'intégrer avec Docker. Si vous voulez un pass, c'est pas encore tout à fait prêt, mais il y a un des top level projects d'OpenStack qui s'appelle Solum et qui à terme va être, je ne sais pas encore si ça va être une brique plutôt pass ou une brique plutôt container, probablement un petit peu des deux, mais ça devrait être a priori la chose qui va être la plus adaptée. Mais c'est en dev, c'est assez récent, donc gardez un œil dessus. Si vous avez entre guillemets des gros bras au niveau développement et qu'en plus vous êtes déjà investi dans OpenStack et Python, c'est une bonne idée de contribuer parce que du coup vous savez parfaitement comment ça marche. Donc voilà, si vous voulez ou bien un pass avec OpenStack ou bien des containers avec OpenStack, quelque chose qui va bien calculer le modèle des containers, contribuez à Solum. Si vous avez pour l'instant beaucoup de VM sous OpenStack et que vous avez été séduit par les containers parce que par exemple vous travaillez sur un projet qui a besoin de 10 VM pour se lancer et vous en avez marre de devoir filer des laptops avec 32 GB de RAM à vos commerciaux pour qu'ils fassent des démos, vous pouvez utiliser les containers à la place, et du coup, même sur une vieille brouette comme ça marchera. Et donc à ce moment-là, il vous suffit d'installer le driver Docker pour Nova. Donc Nova, c'est la brique d'OpenStack qui fait tourner les VM, c'est un petit peu l'équivalent de C2 chez Amazon. Et donc, juste comme ça, en mettant ce driver Docker, vous allez pouvoir réutiliser tout ce que vous avez déjà, et au lieu de lancer des VM, lancer des containers. Chouette. Sinon, vous pouvez utiliser HIT, donc HIT qui est l'équivalent de CloudFormation, plus ou moins, et qui permet de définir des ressources.
sans forcément présupposer de la nature de ces ressources. Donc ces ressources, ça peut être des containers, ça peut être des VM, ça peut être des bases de données, ça peut être du stockage, plein de choses comme ça. Et vous allez avoir une espèce de template dans lequel vous allez pouvoir dire, alors je veux lancer une base de données MySQL. Donc avec quelque chose qui sait comment lancer des bases de données MySQL et qui à la fin ressort un panneau avec écrit host for login password par exemple. Et donc ça, si vous avez une ressource qui génère des bases de données MySQL, vous pouvez mettre à la place un container MySQL tant qu'il a les mêmes entrées, les mêmes sorties. Donc voilà, ça c'est la troisième méthode. Si jamais vous n'utilisez pas OpenStack, maintenant, bah là on va pouvoir explorer une foultitude d'autres options. D'abord, est-ce que vous voulez un pass? Si oui, manque de bol, j'en ai pas moins de 6 là, et encore je ne les connais pas tous. Cloud Foundry, qui historiquement n'utilisait pas trop Docker, mais c'est en train de venir, même s'ils ne le savent pas tous encore, dans pas longtemps Cloud Foundry ce sera entièrement du Docker, parce que de toute façon Warden qui joue pour les containers, là c'est plutôt sur la pente descendante. Cloud Foundry qui est en Ruby, mais qui est en train d'être écrit en Go. Deis, qui est, donc, si je dis pas de bêtises, qui a été conçu dès le départ pour tourner avec Docker. Ça fait partie de ces projets qui sont apparus, en fait, quand Docker est apparu, il y a des gens qui ont fait « Ah, c'est chouette, c'est exactement la brique de base dont j'avais besoin pour faire mon pass, mon outil de CI/CD, mon truc de monitoring, mon ceci, mon cela. » Donc Deis, ça a été construit vraiment là-dessus, et ça utilise aussi CoreOS, une de ces distros spéciales Docker que j'ai évoqué plus tôt. Doku, qui est un pass en bash, qui fait juste quelques centaines de lignes de code. Alors, faut pas s'attendre à avoir de la scalability, de ouf, etc. Mais ça peut tourner sur une machine avec un workflow pass où on fait des git push et ça déploie, ça build et ça marche. Donc, c'est quand même pas mal. Et surtout, si vous voulez le patcher et l'adapter un petit peu, c'est du shell, donc c'est vraiment pas la mer à boire. Flynn, qui est aussi quelque chose qui est apparu partout de faire comme ça, qui est très bleeding edge, qui a plein de concepts nouveaux, très sympas, mais qui est aussi très jeune et qui a une toute petite équipe derrière. Donc ça, c'est pour les gens qui ont pas peur que ça se trouve un petit peu. Tsuru, qui est encore une fois en Go, mais qui est un petit peu plus mûr. OpenShift, qui est le pass de Red Hat, donc la V2 d'OpenShift, ça va être basé, c'est même déjà basé entièrement sur Docker maintenant. Petit détail, c'est que là, sur tous ceux que j'ai cités, il y en a quand même plus de la moitié qui sont ou bien en Go, ou bien en train de basculer vers Go. C'est assez intéressant de voir aussi que Go, qui était il y a un an encore un langage de hipster, est en train de devenir assez mainstream et en train de un petit peu de s'imposer dans ce côté DevOps at scale, disons, donc du DevOps, mais qui va au-delà de juste j'ai quelques machines, un Azure, je sais pas quoi. C'est une tendance assez intéressante et je dirais pas basculer tout sur Go, c'est parti, mais faites au moins un petit peu de veille techno dessus, histoire de ne pas être surpris dans 2 ans de se rendre compte que tout ce que vous avez empilé en Python et en Ruby, en fait, c'est plus pertinent. Et de pouvoir au moins prendre certains bouts et les passer en Go, ce que fait Cloud Foundry et qui est plutôt assez malin. Quand même, pareil, une petite étoile, note de bas de page. Si vous voulez un pass, et là, c'est pas forcément lié à Docker, soyez prudent, lisez donc cet excellent post qui va être en anglais, mais j'imagine que ça ne posera pas de problème, dans lequel il y a une citation, alors que j'ai traduite comme ça. À mon avis, pour l'instant, il n'y a pas un seul private pass qui tienne la route. Les public pass comme Heroku, etc., ouais, ok, mais les passes privés, donc que vous pouvez installer entre guillemets à la maison, pour l'instant, non. Je ne vais pas expliquer pourquoi maintenant, parce que c'est pas encore l'heure du troll, et puis on n'a pas assez de temps. Mais si ça vous intéresse, lisez cet article, c'est assez intéressant, ça permet de se faire un petit peu une idée. Alors maintenant, en supposant que vous ne voulez pas forcément un pass, la question suivante, c'est combien de machines vous avez? Vous avez une seule machine, si vous avez une seule machine par environnement, ce qui est en fait quelque chose qui peut déjà satisfaire pas mal de monde. Parce que si vous avez une stack un petit peu compliquée, avec un Redis, avec un Postgres, avec un petit bout de Mongo, avec du Python, du Node, etc., et que ça vous embête un petit peu de devoir déployer ça dans un cloud et d'avoir une VM pour chaque composant. Alors là, vous pouvez déployer une VM avec un Docker dedans et puis les 5 containers dedans. C'est pas stupide, et à ce moment-là, on est dans ce scope-là. On est dans le scope où on a une machine par application ou par environnement. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser Fig, parce que ça a été fait exactement pour ça, et le workflow, l'interaction sont assez sympas. Vous avez un fichier de configuration, vous balancez dedans ce que vous voulez en termes de stack, je veux tel container, c'est telle image, avec tel paramètre, ils vont être limités comme ça, etc. Et après, vous faites Fig up, et c'est parti, ça lance vos containers, ça vous affiche les logs de tous les containers ensemble, c'est chouette. Si on avait Fig en mode qui pourrait marcher sur 500 machines, ça serait un petit peu la fête. Si vous avez un peu plus de machines, disons la dizaine environ,
Vous pouvez utiliser MaestroNG, qui a été écrit par un cousin en plus. Et c'est un peu la même idée, c'est que vous avez une description YAML avec je veux tel container sur telle machine, tel autre container sur telle machine, et je veux les lier ensemble comme ci, comme ça. Si vous utilisez déjà un outil de configuration management, comme Puppet, Chef, Salt, Ansible, bah vous pouvez l'utiliser. Et en fait, au lieu d'utiliser votre outil de configuration management pour configurer les machines au niveau assez bas, donc les accès SSH, le réseau, etc., et configurer des applications et leurs dépendances, bah là, en fait, vous allez avoir deux étages. Vous allez avoir en bas, donc vous continuez à utiliser le Puppet pour configurer la base de vos machines et installer Docker. Et par-dessus, vous mettez des containers avec les dépendances applicatives, les bibliothèques, etc. Donc, ça permet de séparer aussi un peu les problèmes. Et dans ce contexte-là, bah, ça s'en sort très très bien. Si jamais, par exemple, vous savez, si ça vous une approche qui vous plaît bien et que vous ne savez pas lequel prendre, le module Docker d'Ansible est pas mal. Il y en a un très bien pour Puppet aussi. Je connais un petit peu moins avec Chef et Salt, mais je ne serais pas étonné qu'il aussi bien la route. Si vous commencez à avoir beaucoup de machines, quelques centaines, j'ai eu la chance la semaine dernière de voir une démo d'Helios qui a été développée en interne par Spotify pour leurs besoins. Spotify déploie du Docker en prod et il leur fallait un outil un petit peu d'orchestration, donc c'est Helios. Et Helios, en fait, j'ai eu une espèce de flashback quand j'ai vu la démo, parce que ça m'a rappelé un outil qu'on avait codé il y a presque 10 ans avec un ancien collègue pour gérer des VM. Donc un truc en mode texte, vraiment bien roots, et avec des commandes, nous on faisait des trucs du genre VMlist, et là on voit une espèce d'affichage en ASCII avec toutes nos VM, la place qui reste sur les hyperviseurs, des choses comme ça. Helios c'est un petit peu pareil, il y a un Helios list, et à ce moment-là on voit les containers, les machines, combien il y a de containers sur chaque machine, la place disque, mémoire, etc. Donc ça marche assez bien pour eux, donc je ne sais pas exactement combien de machines. C'est toujours une question un peu indécente, c'est comme demander l'âge de quelqu'un ou des choses comme ça. Apparemment, surtout dans la communauté Docker, quand on essaie d'avoir des chiffres, c'est compliqué. Mais a priori, en termes de machines, chez eux, c'est quelques centaines à quelques milliers, et au moins quelques centaines sous Docker, c'est sûr. Il reste encore beaucoup de choses manuelles à faire, c'est-à-dire que lorsqu'ils font un déploiement avec Helios, il faut dire sur quelle machine on va envoyer les containers. Donc c'est pas encore complètement automatique, du genre je veux 50 exemplaires de tel container sur le data center de Londres. Il y a encore pas mal de petites choses manuelles, mais c'est pratique pour cette échelle-là. Quand vous avez encore plus de machines, donc là plusieurs milliers ou dizaines de milliers, là c'est plus possible, ne serait-ce que quand vous allez faire votre liste de machines, ça va scroller pendant des plombs. Donc à ce moment-là, il faut utiliser des outils qui ont été vraiment faits pour ça depuis le début. Donc là, les deux géants qui s'affrontent, ça va être Mesos et Kubernetes. Mesos, il y a 3 mois, en fait, vous aurez dit, bon, là, il y a Mesos, c'est super bien, mais le problème, c'est que ça n'a pas été fait pour les containers, donc vous allez un petit peu en baver. Kubernetes, c'est super bien, parce que c'est fait par les containers, mais alors c'est pas dur du tout, vous allez en baver aussi. L'évolution de ça, c'est que Mesos, la version 0.20 est sortie il n'y a même pas une semaine. Il y a du support natif de Docker dedans, donc ça veut dire que le côté c'est pas fait pour les containers, vous allez avoir du mal, ça c'est en train de disparaître. Mesos est en train de devenir quelque chose de très bien pour partie des containers Docker. Attention, ça reste quand même un petit peu une grosse usine, c'est un gros paquebot, donc c'est pas avec ça qu'on va traverser un petit ruisseau. Mais par contre, quand vous avez beaucoup de machines, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Kubernetes est très intéressant aussi parce qu'il apporte des concepts, il prend en compte le fait que les containers ont des choses un peu particulières par rapport aux VM, le fait que dans des VM, typiquement, il y a une VM à gauche, une VM à droite, si elles veulent communiquer, c'est du réseau et basta. Avec les containers, si on veut faire communiquer des containers entre eux, on peut leur faire partager certaines ressources. Ils peuvent partager un répertoire et avoir des performances d'accès natif des deux côtés. Deux containers peuvent partager une socket unique, ou partager carrément la clé de réseau. Et donc, Kubernetes est capable de prendre ça en compte et de proposer des patterns un peu intéressants. En travaux, pour l'orchestration LibSwarm. Le principe de LibSwarm, enfin du moins l'idée initiale, parce que le concept a beaucoup évolué au fur et à mesure que de nouveaux gros acteurs ont commencé à y contribuer, c'est d'avoir quelque chose de magique qui expose l'API Docker, donc quelque chose qui ressemble à un Docker host, qui va parler derrière en back-end avec des vrais Docker hosts pour lancer des containers, mais qui en frontal va exposer une API Docker. Donc vous pouvez utiliser la CLI Docker ou n'importe quel client de l'API Docker et puis faire des Docker Run, Docker TS, Docker ci, Docker ça. Et derrière, en fait, vous avez quelque chose qui ressemble à un host Docker, mais en fait, il y en a plusieurs. Et donc, l'outil qui va utiliser LibSwarm va être capable d'aller dispatcher les containers sur des machines. Si vous utilisez du cloud et qu'il n'y a plus assez de machines, il va démarrer des nouvelles machines, donc c'est magique.
Et il va s'occuper donc de l'ordonnancement, de mettre en place la réseau de communication, mettre automatiquement les ambassadeurs quand il y a besoin, etc. etc. Donc LeapSwarm, ça a un petit peu évolué depuis ce concept initial. Maintenant, LeapSwarm, c'est en train de devenir une espèce de boîte à outils, parce que le problème de l'API Docker, c'est qu'il y a le concept de container, il y a le concept d'image, mais il n'y a pas le concept de machine sur lequel ça tourne, il n'y a pas le concept de zone de disponibilité ou de région comme bien dans certains clouds. Il n'y a pas le concept de réseau partagé, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et donc l'idée, c'est que LeapSwarm aura conscience, notion de ça, et donc après, les différents outils qu'on a cités, Kubernetes, Mesos, etc., pourront s'interfacer avec LeapSwarm. Bon, sujet suivant, la performance. Donc on veut des containers, c'est bien, mais on veut qu'ils aillent vite. Donc première chose, comment on fait pour mesurer la performance et comment on fait pour avoir des métriques de nos containers. Donc grâce aux cgroups, qui sont un des mécanismes kernels qui sont utilisés par les containers, pour chaque container, on peut avoir très facilement l'utilisation CPU, l'utilisation mémoire détaillée, et là c'est très bien parce qu'on n'est plus dans le cadre de la VM, où tout ce qu'on sait c'est que la VM elle prend 10 GB de RAM. On est dans un contexte où on peut savoir précisément combien de mémoire utilise le container. Il n'y a pas de ballooning comme avec une VM où la VM, en fait, si on veut arriver à voir ce qui se passe dedans, il faut un agent dans la VM. Le container, il n'y a pas besoin. Avec le container, on va être capable de voir combien de mémoire le container utilise maintenant. Le container est capable de demander plus de mémoire et s'il y en a, il va en avoir. Et on va pouvoir voir la différence entre quelle est la mémoire utilisée pour les besoins de cache et quelle est la mémoire utilisée pour simplifier, pour du malloc. Et ça, c'est très pratique parce que quand on voit comme ça sur une machine Linux, on fait juste free pour voir combien de mémoire il reste, ça apparaît pas forcément super clairement. Et surtout, l'exemple vraiment ultra classique, c'est quand on compare une stack lamp, on regarde un Apache, un MySQL, on va voir le MySQL, on regarde dans le top et tout, bon, il prend 60 MB de RAM, ça va. On regarde Apache, il prend 500 MB. En conclusion, il prend un mémoire dans Apache. Non, en fait, Apache, il va très bien. Là, ça rame parce que MySQL, il a que ses 50 MB de RAM, et par contre, il utilise plein de cache, parce que la DB fait 50 GB, donc il faut donner 50 GB de RAM à MySQL. Ça, avec un système classique, c'est difficile à voir, parce qu'on va voir que, oui, sur la machine, il y a 10 GB de cache qui sont utilisés, mais bon, ça, il y a l'air d'avoir de la place. Là, avec ça, en fait, on va être capable de voir que c'est le container MySQL qui est en train d'être sous pression au niveau mémoire, alors que le container Apache, il va très bien. Les cgroups donnent aussi l'utilisation I/O. Donc ça permet d'avoir pour chaque périphérique, pour chaque disque, le nombre d'I/O, mais aussi en termes d'octets, combien c'est en train de lire, combien c'est en train d'écrire. Par contre, les cgroups ne vont pas donner l'utilisation réseau. Ça, il va falloir mettre en place quelque chose comme des règles de counting avec équitable, mtop, des choses un petit peu comme ça. Si vous voulez avoir, sans vous fatiguer, des métriques de performance sur vos containers, il y a cAdvisor, c'est assez magique, il y a une ligne énorme pour lancer le container, ça fait 3 lignes parce qu'il y a des bindings dans tous les sens, mais vous lancez ça va pouler le container, et après c'est un petit serveur web, vous allez dessus, vous avez des jolis graphes mignons qui vous montrent l'utilisation de vos containers. Et puis sinon, j'ai fait un blog post il y a bientôt un an, c'est vrai que je mets à jour, mais qui explique en fait en détail, si vous voulez vraiment le faire à la main, au burin et au marteau, comment faire pour examiner les cgroups et en tirer des informations. Comment améliorer les performances En fait, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, donc si vous voulez, il y a un problème de performance, sauf dans certains cas, en fait, ça ne vient pas des containers. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut faire quelque chose. CPU, là par contre, c'est mort, hein, il n'y a pas de différence entre un process qui s'exécute dans un container et un process qui s'exécute en dehors d'un container. 0%, nada, rien. I/O, si vous écrivez sur le système de fichiers du container, là oui, il y a une petite différence parce que Docker utilise un système de copy on write. Donc là, il y a un petit peu d'overhead. En revanche, quand vous savez que vos données sont dans /var, /lib, /MySQL, vous pouvez faire en sorte que ce répertoire soit un volume. À ce moment-là, ça va être un bind mount, comme le fichier de configuration tout à l'heure, mais c'est aussi pour un répertoire entier, qui va être mappé, qui va correspondre directement à un répertoire dans l'autre. Et à ce moment-là, la performance va être native aussi. Zéro overhead, aucune différence, rien. Mémoire, là par contre, il y a un petit overhead, parce qu'à chaque fois que le kernel va obtenir une page mémoire du noyau ou la rendre, le kernel va mettre à jour des compteurs. Et ça, si vous avez un workload qui est intensif au niveau mémoire, attention, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui prend 100 GB de RAM. Ça veut dire quelque chose qui est à 0, qui passe à plein, qui revient à 0, etc. sans arrêt. Parce que là, le kernel n'arrête pas de faire tourner les compteurs pour noter où ça en est. À ce moment-là, vous pouvez avoir un overhead qui peut facilement atteindre 5-10%. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites par exemple du number crunching, enfin des choses qui sont sensibles à ça,
si c'est ça votre limitation de performance, ben vous pouvez désactiver le comptage de la mémoire. Donc là, vous ne pourrez plus limiter la quantité de mémoire utilisée par un container, mais par contre, ça vous ralentira plus. Au niveau réseau, alors comme je disais au début, là, quand j'ai décrit les nouvelles features de Docker, il y a le moins net avec les différents network models. Et donc, quand on lance avec net host, à ce moment-là, on utilise la stack réseau native et on a exactement les performances de l'autre. Ce qui est pratique ou bien quand on veut remplir des gros tuyaux, comme je disais tout à l'heure, ou bien si on a plein de petits paquets. C'est souvent le cas quand on fait de la VOIP ou des jeux. Configuration management. Alors là, je vais passer assez vite là-dessus parce que en fait, en gros, le résumé, c'est que si aujourd'hui vous n'utilisez pas de configuration management, c'est pas la peine de s'y mettre parce que il y a beaucoup des fonctions du configuration management que Docker est un petit peu en train de s'approprier. Attention, pas toutes. Comme je disais tout à l'heure, la partie bas niveau, donc configurer la machine, monter les interfaces, etc. Ça, Docker le fera probablement jamais. Et donc pour ça, vous allez peut-être encore avoir besoin de configuration management. Mais vous pouvez aussi vous débrouiller avec script, c'est peut-être pas la peine d'apprendre à utiliser Chef, juste pour formater 2 partitions et installer 3 packages. En revanche, si vous maîtrisez déjà un système, utilisez-le absolument. Et le configuration management, ça va être bien pour les machines Docker, pas pour les containers. Pour les containers, c'est vraiment de pousser les gens à utiliser les Dockerfiles. Si vraiment vous avez besoin de, par exemple, si vous avez une énorme bibliothèque de manifestes Puppet et que vous n'avez pas envie d'acheter la poubelle parce que c'est mal au cœur, et que vous pouvez créer des images de containers avec Puppet, ben, il y a plusieurs systèmes. Il y a un système où vous créez une image Puppet générique, et ensuite, donc, quand vous allez lancer ce container, il n'est pas encore différencié, c'est un peu comme une cellule souche, il va se connecter à votre Puppet Master, récupérer sa config, travailler un moment, et après il va être prêt. Bon, le problème, c'est que ça met un petit peu de temps, et c'est pas fiable à 100%. Si par exemple ça fait un apt-get install ou yum install et qu'à ce moment-là les mirrors ont un petit coup dans l'aile, bah ça va pas marcher. Donc bof. Une autre méthode, c'est de faire de l'immutable infrastructure. Donc là, le principe de l'infrastructure immutable, si jamais vous ne connaissez pas, c'est assez rigolo, c'est qu'à chaque fois que vous allez modifier ne serait-ce qu'une ligne de code ou de CSS ou n'importe quoi, vous allez faire une nouvelle image de container ou de machine, de ce que vous voulez. Vous allez déployer un nouveau serveur ou un nouveau container, une nouvelle VM, n'importe quoi. Ensuite, vous allez basculer votre trafic vers la nouvelle version et se débarrasser de l'ancienne. Alors vu comme ça paraît quand même extrêmement bourrin de se dire pour déployer la nouvelle version de mon site web, parce que j'ai juste changé la couleur d'un bouton, je vais démarrer 50 nouvelles VM et puis tracher les 50 anciennes. Ça paraît bourrin, mais en fait pas du tout. C'est ce que fait Netflix, ça marche extrêmement bien. C'est un des rares moyens pour avoir ce qu'on appelle des canaries, c'est-à-dire quand on commence à mettre la nouvelle version et on envoie un petit peu de trafic sur la nouvelle version, et puis on regarde le taux d'erreur, et puis si ça a l'air correct, on envoie de plus en plus de trafic. Et ça, c'est un truc qui peut se faire non seulement quand on modifie une ligne de code pour qu'il n'y ait pas de bug, mais quand on fait une release d'une nouvelle feature, ou qu'on déplace un bouton d'un endroit à l'autre, et qu'on veut vérifier que quand on déplace le bouton, on ne se trouve pas à avoir une chute du taux d'inscription ou un truc comme ça. Et donc l'immutable infrastructure, ça permet de faire ça. Alors autant c'est quand même assez lourd de le faire avec des VM, autant avec des containers par contre ça se passe extrêmement bien. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va utiliser un système de configuration management pour créer l'image finale. Donc dans le process de build, dans le Dockerfile, on va aller rajouter les manifestes dont on a besoin, on va les exécuter, et puis voilà. Et l'avantage, c'est que là par contre, on a une image qui est complètement différenciée, qui est prête à lancer, on la lance, ça marche. Mais enfin bon, quand même, utiliser le Dockerfile, c'est mieux. Dernier point, les corvées des sysadmins. Donc comment on fait des backups, comment on gère les logs, comment on se loge dans nos containers à distance. Il y a plein d'autres problèmes, mais on va déjà regarder cela. Alors pour les sauvegardes, quand on fait de la sauvegarde niveau fichier, le plus simple, c'est d'utiliser les volumes. C'est-à-dire que vous allez dire que le répertoire dans lequel il y a vos données importantes, là, c'est un volume. Il y a un truc magique avec les volumes, c'est que vous pouvez lancer un autre container qui va partager les mêmes volumes. Donc votre container de backup, il va se lancer, il va partager en fait le fameux répertoire contenant les données avec le container de base de données ou applicatif X ou Y. Il va être capable de lire les fichiers, en faire n'importe quoi, du RC, du tar, etc. et mettre ça de côté. Ça veut dire que le jour où vous décidez de changer votre stratégie de backup, vous ne changez pas le container applicatif ou base de données, etc. Vous changez son copain à côté, le container de backup. Donc ça, c'est assez pratique. Si vous faites une sauvegarde niveau applicatif, donc si vous voulez, c'est pas du fichier d'effet méchant, si par exemple vous voulez faire du dump SQL, là à ce moment-là, vous allez plutôt utiliser les limites. C'est-à-dire que vous allez lancer
quelque chose qui va être un client en plus pour la base de données, qui va faire le dump d'un SQL, et ensuite qui va l'envoyer quelque part. On peut aussi faire une combinaison des deux, donc avoir quelque chose qui va faire un dump MySQL, le déposer quelque part, et ce quelque part va être récupéré par un autre container, etc., etc. Les logs. Alors les logs à l'ancienne. Donc les logs à l'ancienne, c'est quand on met plein de fichiers dans un répertoire. À ce moment-là, la solution, c'est d'utiliser des volumes, encore une fois. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tel répertoire, là, varlib tomcat log, par exemple, au hasard, ça va être un volume, et on va lancer un autre container qui va partager ce répertoire, qui va regarder tous ces petits fichiers apparaître, et qui va les envoyer quelque part. Le quelque part étant, selon ce dont vous avez besoin. Ça peut rebalancer dans du syslog, ça peut les synchroniser régulièrement vers du S3 ou autre, ça peut envoyer vers Logstash, vers Splunk, Loggly, etc. Et encore une fois, le jour où vous décidez que finalement syslog c'est pas terrible et que vous voulez envoyer vers Splunk, ou l'inverse, vous avez juste besoin de changer ce container-là. Les containers applicatifs, eux, ils vont même pas battre des cils. Les logs à la Docker, donc là, cette fois-ci, c'est un peu différent. La stratégie officielle Docker, disons, c'est que le container, on va attendre de lui qu'il écrive tout sur la sortie standard. Et à ce moment-là, donc il y a Docker qui récupère ce flux de là et qui le stocke dans son propre système à lui. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'API Docker pour aller récupérer ces logs. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il y a un petit... Bon, ça, c'est encore assez nouveau, ça avance doucement. Pour l'instant, par exemple, il n'y a pas de rotation de log. C'est un petit peu gênant parce que vous vous retrouvez sur l'autre avec un fichier de log qui grossit, qui grossit, qui grossit jusqu'à ce que la machine explose. Je crois qu'il y a une pull request pour rajouter un truncate pour remettre les logs à zéro, mais c'est quand même un petit peu embêtant. Comment on fait de l'accès distant? Alors si jamais vous avez accès à l'hôte Docker, le plus simple c'est de faire un SSH sur cette machine et ensuite utiliser NSEnter. Donc NSEnter c'est quelque chose qui vous permet de vous parachuter dans un container, même si ce container n'a rien, aucun serveur, aucun truc particulier. La plupart des stratégies avant, c'était d'avoir une espèce de, ou bien de serveur SSH, ou bien un truc qui ressemble, qui permet d'obtenir un shell dans le container. Avec NSEnter, il n'y a même pas besoin. C'est comme de faire un chroot en fait dans un répertoire. Si jamais par contre vous n'avez pas d'accès SSH sur l'autre, bah là à ce moment-là il vous faut un démon SSH dans le container. Et à ce moment-là, quand vous commencez à entrer là-dedans, le mieux c'est d'aller regarder l'image de base de Fusion, puisque en fait c'est une image qui va être plus vraiment un container applicatif, mais plutôt un container machine, donc qui va faire tourner SSH, syslog, cron, etc. Donc par une empreinte un peu plus grosse, mais qui va un peu plus ressembler à un petit VPS, donc ça va être un peu moins dépaysant aussi. Il y a un gros débat en fait dans la communauté Docker pour savoir pour ou contre le SSH dans les containers. Comme j'aime bien, au début en fait, il y avait plein de gens qui avaient plein de problèmes. Si jamais on leur enlevait le SSH, je ne pouvais plus rien faire. Donc comme j'aime bien prendre le parti des causes perdues, j'ai fait un gros blog post expliquant non, en fait c'est bon, il n'y a pas besoin de faire tourner les choses dans les containers. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir, je vous ferai quand vous en passez. Et donc la réponse, c'est qu'avec entre les volumes, les links, NSEnter et tous ces mécanismes-là, on n'a plus besoin d'avoir SSH dans un container, et même il y a des avantages. Parce que si vous avez un container qui est un petit peu charrette niveau mémoire et que vous vous connectez dedans en SSH, il y a des chances pour que ça aggrave les choses. Alors qu'avec NSEnter, vous allez pouvoir dropper un process dans le container, mais en lui disant d'esquiver les cgroups. Donc lui, il ne sera pas soumis à une limite de RAM. Et donc vous allez pouvoir auditer et inspecter le container sans aggraver les choses. À l'avenir, on espère avoir la possibilité en fait de faire un NSEnter d'un container à un container frère, disons. Aujourd'hui, on peut le faire que d'un container frère à fils. Donc c'est pour ça qu'on est disponible dans l'autre. Mais si un jour on peut passer comme ça d'un container à l'autre avec un NSEnter, on n'aura plus de problème parce qu'on pourra avoir un container spécial SSH et depuis ce container accéder à un container voisin. Voilà, c'est tout. Bon, bien sûr, j'ai duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez plein de questions et que